Dans les années 60, le film d'espionnage voit sa popularité exploser, particulièrement outre-Atlantique. Sean Connery en James Bond envahit les écrans année après année avec des succès comme Dr No, Bon baiser de Bruges ou encore Goldfinger. Mais au-delà de l'agent 007, les histoires d'espionnage fascinent de nombreux auteurs. Citons par exemple Le Rideau déchiré, signé Alfred Hitchcock, L'espion qui venait du froid, réalisé par Martin Ritt et adapté de John le Carré, ou encore Ipcress, Danger immédiat, de Sidney J. Furie avec le fabuleux Michael Caine. Au milieu de cette vague d'espions, un certain Bruce Geller a l'idée de transposer ce genre spectaculaire pour le petit écran. Scénariste pour des séries télé comme Flash Gordon, Geller a envie de mêler espionnage et films de braquage. On suivrait des agents secrets qui préparent leur mission comme un film de casse, masques, déguisements, plans compliqués et ingénieux, mais cette fois-ci pour la bonne cause. Et c'est ainsi qu'en 1966 naît la série Mission Impossible. Forte de son immense succès, la série aura droit à 7 saisons pour un ensemble de 171 épisodes. Petit saut dans le temps, et on se retrouve en 1988, 15 ans après l'arrêt de la série. Hollywood vit une grève des scénaristes. En quête désespérée de contenu à produire facilement, la chaîne ABC relance Mission Impossible en adaptant les scénarios abandonnés d'épisodes qui n'avaient jamais été tournés. Ce reboot ne dure que 2 saisons, mais la saga allait bientôt revivre complètement, cette fois-ci sur grand écran. Salut, c'est Clem de la chaîne Cinescope et aujourd'hui à l'occasion de la sortie de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, je vous propose une rétrospective complète de toute la saga. Et au passage un classement purement subjectif du moins bon au meilleur épisode de la franchise. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de me suivre dans cette grande aventure. Alors que Mission Impossible était censée être une version plus légère et moins coûteuse de grands films d'espionnage pensés pour la télévision, la Paramount réfléchit dès les années 80 à transposer l'univers pour le grand écran. Mais rien ne se matérialisait. Et surtout, beaucoup pensaient qu'il serait difficile d'offrir autre chose qu'un ersatz de James Bond. Au mieux, une copie trop fidèle, au pire, une version un peu low cost. Au début des années 90, Tom Cruise monte sa propre maison de production avec Paula Wagner, sobrement nommée Cruise Wagner Productions. Et pour inaugurer son projet, l'acteur désormais producteur pense à adapter une série qu'il aime profondément depuis son adolescence, Mission Impossible. Cruise Wagner Productions lance le projet et la Paramount accepte de fournir un budget conséquent de 70 millions de dollars. Pendant plusieurs mois, le cinéaste Sidney Pollack va travailler sur un premier jet de scénario. Choisi par Paula Wagner, le réalisateur avait déjà collaboré avec Tom Cruise en 1993 sur le film La Firme qui avait rencontré un franc succès. Mais tout va basculer sur un coup de tête de Tom Cruise, fidèle à sa réputation de superstar capricieuse dans les années 90. En plein tournage, pour entretien avec un vampire, l'acteur est invité par Steven Spielberg le temps d'un repas. Sur place, il rencontre un grand ami du cinéaste, Brian De Palma. And I went home that night and I stayed up for about 14 hours and I just got all of De Palma's movies and I restudied all. I just went, oh my gosh, that he's got a direct Mission Impossible. Pour trouver un scénariste, en revanche, la mission serait presque aussi compliquée que celle qu'allait affronter l'agent Hunt dans le film. Le premier jet est assuré par Gloria Katz et Willard Huyck, mais De Palma n'est pas du tout convaincu et exige des réécritures. Parmi les scénaristes appelés à la rescousse, citons Steven Zaillian, à qui on devait La Liste de Schindler, et David Cope, qui venait de travailler sur Jurassic Park et L'Impasse. Mais après plusieurs versions qui ne faisaient clairement pas l'unanimité, c'est finalement Robert Towne, à qui l'on doit le scénario de Chinatown, qui ira jusqu'au bout du projet et perfectionnera ce que Cope avait laissé en chantier. Quand le tournage débute, le scénario n'est pas finalisé. Il sera réécrit au fur et à mesure des prises, et on garde ça en tête parce que c'est une tradition qui va s'installer un peu plus tard dans la franchise. Dernier détail sur l'écriture, c'est Brian De Palma qui a insisté pour que l'ouverture du film se fasse à Prague. À l'époque, il estimait que Hollywood avait trop ignoré cette magnifique ville et qu'elle collait parfaitement à l'atmosphère mystérieuse du film, une excellente idée quand on voit le résultat à l'écran. L'autre idée à laquelle Brian De Palma tient dès le début, c'est celle d'incorporer l'ancienne équipe de la série pour établir une véritable continuité avec ce passage sur grand écran. Malheureusement, les acteurs et actrices estiment que la série n'est pas respectée lorsqu'ils découvrent le sort réservé à leurs personnages. C'est pour cela qu'on retrouve le personnage de Jim Phelps, protagoniste de la série, mais incarné par Jon Voight, et non pas par son interprète historique, Peter Graves.
Résumons la situation. Tom Cruise produit une nouvelle saga de blockbuster d'espionnage. À cette époque, beaucoup auraient fait appel aux références du grand spectacle des années 90. John McTiernan, Michael Mann, Tony Scott, Richard Donner ou pourquoi pas Roland Emmerich, soyons fous. Mais Cruise fait plutôt appel à Brian De Palma, un obsédé du cinéma d'Alfred Hitchcock qui est surtout connu pour ses thrillers anxiogènes, voyeuristes et pervers. Le tout avec un scénariste essentiellement connu pour avoir écrit un des plus grands films noirs de tous les temps. Dès l'origine, on était à des années-lumière d'un James Bond bis. La saga se construisait sur une identité artistique marquée à contre-courant de l'époque. Et on garde cette idée pour plus tard. Mission Impossible ne réagit pas à son époque. Ou plutôt, la saga ne cherche pas à s'y plier. Alors, ce premier opus cinématographique de Mission Impossible, de quoi ça parle ? À la tête de l'agence secrète IMF, Jim Phelps envoie son équipe à Prague pour arrêter un espion ennemi à l'ambassade américaine. Lorsque la mission périlleuse tourne au fiasco, seul le jeune agent Ethan Hunt peut changer la donne. Mais pour cela, il devra agir seul contre tous, alors qu'il est suspecté de haute trahison. Comme on le disait en introduction, De Palma tenait à établir une passerelle assez passionnante entre la série et le long métrage. Et cela passe en grande partie par une idée particulièrement radicale et courageuse. On ouvre le long métrage sur un schéma classique de n'importe quel épisode. Une mission impossible, une équipe d'experts, des masques, des costumes, de l'infiltration, une préparation minutieuse. Et à ce moment-là, Brian De Palma vient mettre un gros coup de pied dans la fourmille. En tuant l'intégralité de l'équipe, il tue symboliquement le modèle sériel pour donner vie à un Mission Impossible nouveau. La saga est à la fois endeuillée et émancipée, à l'image de son héros pourchassé qui doit survivre sans pouvoir compter sur son agence. À ce propos, la transition du petit au grand écran est également symbolisée à merveille par la séquence d'ouverture du film. Une écriture chirurgicale, une réalisation brillante, tout y est. Le cinéaste condense toutes ses obsessions habituelles, le rapport au double, l'identité trouble, la manipulation, le voyeurisme, et même du côté de la mise en scène, on retrouve ses contre-plongées angoissantes, ses split-screens, quelques plans débulés iconiques, bref, du pur Brian De Palma sur la forme. Autre thématique récurrente chez De Palma, la quête de vérité pour un protagoniste qui a été spectateur sans avoir tous les tenants et les aboutissants d'une situation. C'est bien évidemment le fil conducteur de Blowout. On peut également songer à Phantom of the Paradise et bien d'autres. Ce fantasme de la demi-vérité, du contre-champ qui pourrait tout expliquer et tout résoudre, c'est une fascination qui reflète chez De Palma son obsession de l'assassinat de Kennedy et du mystère qui l'entoure. À cette idée, Brian De Palma mêle sa passion pour Alfred Hitchcock. Même s'il offre des séquences spectaculaires d'anthologie, ce premier opus est loin d'être un vrai blockbuster d'action. Il s'agit avant tout d'un thriller d'espionnage, qui frôle la tradition très guerre froide du thriller paranoïaque. On suit alors la figure d'un héros pourchassé qui doit constamment fuir pour survivre, un schéma narratif sublimé à de nombreuses reprises par Alfred Hitchcock, on peut penser notamment à La mort aux trousses. En parlant de guerre froide, le film va en partie se questionner sur les relations politiques dans un monde post-guerre froide. Un monde où les ennemis ne sont plus si franchement séparés, les frontières se sont levées et l'inimitié peut désormais venir de l'intérieur. C'est évidemment ce qui pousse Jim Phelps à la trahison, comme il l'explique plus tard dans le récit. When you think about it, Ethan, it was inevitable. No more Cold War. No more secrets you keep from everyone but yourself. Mais c'est aussi la thématique de la trahison que Ethan affrontera avec Claire ou même Franz. Les alliés ne sont pas ceux que l'on croit dans Mission Impossible, et les ennemis sont systématiquement plus nombreux et manipulateurs qu'attendus. On évoque souvent l'absence de fil conducteur dans la saga, ou du moins sur les 4 premiers films. Chaque opus change radicalement de style, et parfois même Ethan Hunt ne semble pas être le même d'un film à l'autre. Pourtant, ce premier Mission Impossible construit sans le vouloir l'identité de la saga en 2 séquences. La séquence de l'aquarium et la séquence d'infiltration. Brian De Palma initie la tradition des séquences cultes spectaculaires qui font parler d'elles grâce à des cascades folles réalisées par Tom Cruise. C'est cet aspect presque anachronique, la folle envie de voir du réel à l'écran plutôt que du trucage, qui devient peu à peu l'ADN de toute la saga. Et d'ailleurs, ces 2 scènes ne sont pas des fusillades. Notons au passage qu'il n'y a aucune fusillade de tout le film, que Tom Cruise n'utilise pas la moindre arme, un tour de force pour un film de ce genre. Mais là encore, chaque opus de Mission Impossible contient au moins une séquence culte avec une cascade complètement folle, et il ne s'agit jamais d'un combat. De Palma initie la saga d'action qui tire son spectacle de la tension et non pas du combat. Et chaque opus suivra cette voie, mis à part peut-être Mission Impossible 3, mais on y reviendra un peu plus tard. Avec le recul, il existe une véritable dualité entre Brian De Palma et Mission Impossible.
Le cinéaste admet que l'alchimie ne fonctionne pas entre Cruise et Emmanuel Béart, en restant d'ailleurs lucide et critique sur l'attitude de l'acteur lors du tournage. Au moment de la promotion, Brian De Palma a refusé de participer à tout l'exercice marketing. Beaucoup affirment que c'était à cause de ses disputes régulières avec Tom Cruise sur le tournage, mais paradoxalement, Brian De Palma affirme qu'il y a certaines des meilleures idées de sa carrière dans le film, et c'est évident. Allez, le petit point de classement, c'est le début, on le place évidemment numéro 1 sur 1. Et pour ma part, je dirais sans le moindre doute qu'il s'agit du meilleur film de la saga d'un pur point de vue technique et artistique. Meilleur film individuel, ça ne veut pas forcément dire meilleur épisode de la saga Mission Impossible. On y reviendra là encore un petit peu plus tard. La route menant au second volet allait être longue. Quelques mois après la sortie du premier volet, William Goldman, scénariste de Princess Bride et Misery, monte à bord du projet et Brian De Palma est censé reprendre son travail de réalisateur malgré les désaccords du précédent tournage. Objectif, une sortie pour l'été 1998. Malheureusement, après plusieurs mois de préparation, Brian De Palma se retire du projet. Oliver Stone, qui avait déjà réalisé JFK ou encore Tueur Né, est alors considéré pour la réalisation. Il écrit même un premier jet du scénario. Tout semble avancer parfaitement, Stone se confie même en interview sur son ambition pour la saga. Mais 2 points viennent obscurcir le tableau. Le jeune scénariste Michael Tolkien est appelé pour corriger le scénario, ce qui déplaît fortement à Oliver Stone. Mais l'autre point qui va vraiment faire tout basculer, c'est la volonté de Tom Cruise de reporter subitement le tournage afin de donner la priorité au Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Vexé, Stone quitte définitivement le projet. Il faudra attendre février 1998 pour avoir un nouveau signe de vie de Mission Impossible 2. Et à la surprise générale, c'est le cinéaste John Woo qui est annoncé aux commandes. À cette époque, John Woo fait partie de ce qui se fait de plus brillant dans le cinéma hongkongais. Le syndicat du crime, The Killer, à toute épreuve, son cinéma est synonyme de style, de folie visuelle, d'expérimentation insensée au niveau de l'action, de l'adrénaline, du spectaculaire. Sans oublier qu'il avait réussi sa traversée hollywoodienne, en particulier l'année précédente avec La Folie Volte-Face, qui avait récolté un franc succès commercial. Robert Towne sera appelé une fois de plus pour finaliser l'écriture du film, mais il devra faire avec un scénario qui s'est retrouvé entre les mains de très nombreux scénaristes. L'écriture a été laborieuse, chaotique, tout a dû être bouclé à la dernière minute, dans l'urgence, et ça se ressent. À des années-lumière du thriller paranoïaque de Brian De Palma, ce Mission Impossible 2 s'annonçait comme un revirement total vers du pur blockbuster d'action. Nouveau cinéaste, nouveau genre, nouvelle équipe. Mis à part Tom Cruise, seul Ving Rhames va rempiler pour cet opus. Dougray Scott joue l'antagoniste du film, Sean Ambrose. Et pour la petite anecdote, suite à un tournage bien plus long que prévu et à de nombreuses blessures, l'acteur doit abandonner le rôle de Wolverine qu'il devait tenir dans X-Men. Paradoxalement, Ian McKellen, qui devait lui aussi apparaître dans Mission Impossible 2, a quitté le projet pour jouer Magneto dans X-Men et son rôle est allé à Anthony Hopkins. Well, this is not mission difficult, Mr. Hunt, it's mission impossible. L'actrice Tandy Newton rejoint également l'aventure, et notons qu'elle a signé avant même l'écriture du scénario. John Woo présentera à la Paramount un montage final de 3h30 pour un film classé R. Le studio décidera de charcuter le film au montage, tant pour le raccourcir que pour obtenir la classification PG-13. Une décision qui va révolter le cinéaste et qui aura probablement un grand impact narratif sur le film. On le disait précédemment, chaque Mission Impossible est vendue sur au moins une séquence clé de cascade complètement folle. Mission Impossible 2 ne déroge pas à la règle et s'ouvre immédiatement sur la fameuse séquence d'escalade en solo intégral tournée à Dead Horse Point State Park. Là encore, Tom Cruise tient absolument à faire la cascade lui-même. L'acteur était évidemment tenu par un harnais, mais il n'y avait aucun filet de sécurité pour le rattraper. Tom Cruise s'est sérieusement blessé à l'épaule lors du saut d'un bout à l'autre de la falaise, mais là encore, la séquence est complètement folle. Moins spectaculaire, mais tout aussi fou, ce plan lors duquel Sean Ambrose essaie d'enfoncer un couteau dans l'œil d'Ethan Hunt. Cruise avait insisté pour qu'il s'agisse d'un vrai couteau. Le couteau était relié à un câble et tout avait été soigneusement mesuré pour qu'il s'arrête juste avant l'œil, de quoi faire un sacré effet. Ce Mission Impossible 2 n'est pas tellement ce qu'on pourrait qualifier de film réaliste. Bien loin des considérations très tangibles et politiques du premier opus, cette suite établit une nouvelle règle dans la franchise. Chaque volet sera dirigé par un cinéaste à la personnalité très marquée qui offrira une nouvelle mission et donc un style totalement différent.
bien loin de vouloir créer une continuité, il s'agira au contraire de surprendre le spectateur en allant là où personne ne l'attend. Ce deuxième opus est certainement le plus critiqué. Scénario chaotique, voire nanardesque selon certains, effet de style grotesque et tape à l'œil, ralenti abusif, difficile de défendre Mission Impossible 2, me direz-vous. Et pourtant, j'avoue que j'aime énormément ce volet. À titre personnel, c'est certainement celui que j'ai revu le plus souvent. Parce qu'effectivement, le film est excessif. Et effectivement, il est souvent ridicule. Mais il y a quelque chose d'assez fou à voir un blockbuster foncer tête baissée avec autant de confiance dans l'absurdité du spectacle proposé. John Woo fait du John Woo. Si l'on sent clairement qu'il s'ennuie dès qu'il s'agit de raccrocher les wagons de l'intrigue, le cinéaste s'éclate dès lors que l'action embrase l'écran. Ralenti, zoom, caméra constamment en mouvement, Woo recherche le chaos. Là où le suspense se bâtissait sur les silences pour Brian De Palma, John Woo va chercher à illustrer l'impossible comme une expérience furieuse et explosive. Impossible de ne pas lui reconnaître une générosité folle, une fluidité dans sa façon de filmer l'action. Ethan Hunt était un jeune agent impulsif et nerveux chez De Palma. Il devient une figure héroïque quasi divine chez John Woo. Un archétype de héros absolu avec ses cheveux au vent, les ralentis qui iconisent chacun de ses pas, et une surpuissance qui lui permet de battre une armée à lui seul. Dans ce joyeux culte de la personnalité à la gloire de Tom Cruise, on retient forcément un objet déconnecté de toute réalité. Mais aussi un film capable d'autodérision, d'une certaine acidité envers Hollywood. Et puis Mission Impossible 2 n'hésite jamais à se moquer ouvertement du virilisme extrême inhérent au blockbuster d'action. Je comprends totalement qu'on rejette le film pour sa bêtise, et spoiler, il est bête. Qu'on critique également son écriture. Évidemment, peut-être qu'on y aurait vu plus clair, avec le montage de 3h30. Peut-être d'ailleurs que la violence plus viscérale que voulait John Woo aurait offert au film un autre souffle. Mais sincèrement, je vois mal comment on aurait pu avoir quelque chose qui tienne totalement la route avec cette histoire de super virus maléfique, le plan alambiqué du méchant et j'en passe. Only got a few lines. Tom Cruise get into the building. After a couple of pages, Tom Cruise leaves the building. So, okay, and the crew, what is it? And the studio and the insurance company didn't know a thing. Now the scene is in a church, So we have to build a church, not a big, a little small church. We spent $1 million, in Australia. All of a sudden, it's not a church, it's a lab. Tout ce que Mission Impossible 2 offre, c'est une mise en scène à la finesse pachydermique qui assume ses excès et les embrasse sans aucune forme de pudeur ni de bon goût. Restent alors des séquences inoubliables de maîtrise et un divertissement parfaitement efficace malgré ses défauts évidents. Avec le recul, on sait que John Woo a été particulièrement frustré par le tournage, par sa collaboration avec Tom Cruise ainsi que la Paramount. Difficile de savoir ce que le cinéaste envisageait exactement. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit du seul réalisateur de la saga à qui il n'a pas été proposé de revenir pour le film suivant, et ce malgré un carton au box-office. Le film a remporté près de $100 millions de plus que le premier opus. Mais avec le recul, il peut faire office de capsule temporelle assez glorieuse du cinéma d'action de ces années-là. Nouveau point classement, logiquement, je place Mission Impossible 2 à la 2e place sur 2. C'est un pied de nez divertissant, gentiment bête au premier opus, mais ce qu'on gagne en divertissement, on le perd forcément en écriture et en maîtrise. Vient alors une question, est-ce que les volets suivants allaient changer la donne ? Il faudrait attendre 6 ans avant que l'agent Ethan Hunt ne revienne au cinéma. Pourtant, en 2002, le projet Mission Impossible 3 commence déjà à être développé par un certain David Fincher. Le cinéaste voulait axer son film sur le trafic d'organes en Afrique du Sud et faire de Sylvester Stallone son grand méchant. Difficile d'imaginer le résultat final, mais avec David Fincher, on aurait certainement eu un virage plus sombre, violent, nihiliste pour la saga. Malheureusement, les désaccords à répétition entre le cinéaste et Tom Cruise auront raison du projet. David Fincher préférera partir plutôt que de revivre le traumatisme qu'avait été Alien 3 sur un tournage contrôlé et parasité par le studio. Joe Carnahan se voit alors proposer le projet pour un film qui devait mettre en scène Kenneth Branagh en méchant, mais aussi Carrie-Anne Moss et Scarlett Johansson. Le scénario est tout d'abord écrit par Frank Darabont, à qui on doit notamment Les Évadés, La Ligne Verte, et qui travaillera plus tard sur The Mist.
Tom Cruise pensait peut-être qu'en allant chercher un cinéaste moins expérimenté, il aurait la main mise facilement sur le projet. Mais Carnahan va lui aussi quitter Mission Impossible 3 suite à de trop nombreux désaccords avec la star. Et pour la petite anecdote, Joe Carnahan finira tout de même par adapter une série culte sur grand écran en 2010 avec le film L'Agence Tourisque. Exit Carnahan, exit Darabont, retour au point de départ. Après avoir vu les 2 premières saisons de la série Alias, Tom Cruise fait finalement appel à un certain J.J. Abrams, qui n'a alors jamais réalisé de long métrage. Et Abrams va globalement faire un Alias en film, l'histoire d'un agent qui doit jongler entre vie privée, sentimentale et mission. Côté casting, Philip Seymour Hoffman remplace Kenneth Branagh pour incarner l'antagoniste. Initialement prévu pour le comédien Ricky Gervais, le rôle du comic relief Benji Dunn revient finalement à Simon Pegg, qui sort tout juste du génialissime Shaun of the Dead. Enfin, Michelle Monaghan, qui vient de tourner pour Shane Black dans Kiss Kiss Bang Bang, signe un rôle inattendu, la fiancée de l'agent Ethan Hunt. Contrairement à Mission Impossible 2, cette fois-ci le tournage se passe sans embûche. Tout est fait dans les temps, sans accrochage, bref, quasiment un long fleuve tranquille. Changement de réalisateur, changement de style. Une fois encore, ce nouvel opus part dans une direction surprenante. La séquence d'ouverture nous le fait immédiatement savoir. Une esthétique plus sombre et sale, une violence bien plus nerveuse, et surtout ce qui manquait jusqu'alors à toute la saga, un vrai grand méchant iconique. Cette séquence d'ouverture, elle condense toutes les qualités, mais aussi tout ce qui ne va pas dans Mission Impossible 3. Juste après Mission Impossible 2, il s'agit probablement de l'opus qui fait le plus débat chez les fans. Et à titre personnel, celui que j'aime le moins de très loin. Commençons tout de même par les qualités. Comme dit précédemment, Mission Impossible 3 brille grâce à un méchant inoubliable. Le regretté Philip Seymour Hoffman est incroyable dans le rôle. On parle souvent de la séquence d'interrogatoire entre Batman et le Joker dans The Dark Knight, mais les face-à-face entre Hunt et Wen Davian font partie de ce qu'on a vu de plus iconique dans les blockbusters hollywoodiens des années 2000. Saluons également l'aspect très mécanique mais ultra efficace de l'ouverture en flash forward qui fonctionne à merveille. Et l'opus de J.J. Abrams retrouve également un sens du suspense et de la viscéralité que John Woo avait totalement perdu. Mais pour le reste, on trouve déjà tous les défauts à venir du cinéma de J.J. Abrams. Une écriture artificielle au point de sonner creux, entre un MacGuffin pas franchement passionnant, des enjeux émotionnels si convenus et dénués d'âme que l'on peine à s'investir, difficile d'y voir autre chose qu'une copie de bon élève qui se croit un peu plus malin qu'il ne l'est réellement. Le personnage de Julia aurait pu faire toute la différence, mais elle est traitée avec tant de superficialité qu'on peine à s'y attacher. La tentative d'humaniser Ethan Hunt par une relation romantique fonctionne assez peu. Pas étonnant que le reste de la saga passe son temps à éviter Julia tant elle embarrasse les scénaristes qui ne savent pas trop quoi en faire, mis à part dans Fallout. Du côté de la mise en scène, on a tous les tics de l'époque, réutilisés sans le moindre esprit critique. La shaky cam et le montage bien trop nerveux et découpé qui rend absolument illisible la moitié des séquences d'action. La séquence du pont, par exemple, est censée être le gros morceau de bravoure du film, et elle le serait certainement si seulement on y trouvait un plan qui dure plus de 4 secondes. Ce qui fait que c'est le seul opus de la saga dans lequel la séquence clé est une simple séquence d'action comme n'importe quel blockbuster, et non pas une cascade folle. Et ça colle avec l'aspect très numérique d'un long métrage qui perd grandement en savoir-faire artisanal comparé aux autres volets. Probablement le Mission Impossible qui a le moins bien compris l'esprit de Mission Impossible. Même l'infiltration au Vatican perd de son ampleur tant tout est découpé sans âme et filmé comme une série télé. Alors certes, on aura bien la séquence de parcours sur les toits vers la fin pour l'aspect cascade réel, mais là encore, la mise en scène gâche le potentiel fou de la scène. Caméra à l'épaule, couleurs désaturées, lens flare, Mission Impossible 3 ne tranche jamais totalement entre son envie louable et potentiellement passionnante d'offrir un film bien plus réaliste et brutal, et sa mise en scène trop plate. Pas assez viscérale pour que l'on ressente la brutalité, pas assez spectaculaire pour avoir l'ampleur souhaitée. Et pour mettre à jour mon classement personnel, je place Mission Impossible 3 à la 3e place. Ce qui nous donne pour le moment un classement dans l'ordre des sorties. Mission Impossible 2 et Mission Impossible 3, en attendant une deuxième partie qui va tout bousculer. Côté box-office, le film sera le moins gros succès de toute la franchise. Le seul à ne pas franchir la barre des 400 millions de dollars dans le monde et à vivre un échec relatif au box-office nord-américain. L'accueil presse était pourtant décent, mais le bouche à oreille plus mitigé, sans oublier les polémiques brûlantes de l'époque autour de Tom Cruise. I'm just telling you right now, okay? Just
Put your manners back in. Quelques mois après le film, la Paramount décide de mettre fin à son partenariat avec l'acteur. Entre son attitude lors de la promotion du film, le box-office décevant, sa prise de position concernant la scientologie, tout semblait indiquer que l'histoire de Mission Impossible continuerait sans Tom Cruise. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. On se retrouve donc très vite pour la suite et fin de cette rétrospective et de notre petit classement. N'hésitez pas à me dire votre ordre de préférence sur les 3 premiers films en commentaire. Likez, abonnez-vous, partagez, vous connaissez la chanson et on se retrouve très vite.